Merci. Donc, est-ce que vous nous entendez, Anne? Très bien. Bon, Très bien. alors, d'abord, on est absolument ravis de vous avoir, un petit peu stressé d'avoir en visio, mais quand même très contente. Est-ce que vous avez ces 3 volumes à nous présenter, les 3 volumes de cette correspondance? Je ne les ai pas, moi, Alors, sur place, parce que c'est quand même très lourd dans une valise. oui, certainement. Je pensais que peut-être vous les auriez, mais visiblement non. Voilà. Alors, on va faire comme si on les avait. Je Tout à dis fait. que ce sont 3 volumes épais, 3 volumes qui sont parus, déjà, ça fait presque 20 ans, 1998 pour le tome 1, 2003 pour le tome 3. Donc, il était grand temps quand même qu'on fasse mention de cette extraordinaire correspondance que vous avez traduite. Et bien évidemment, c'est l'occasion ici de célébrer aussi Monsieur Jacques Catteau, le professeur avec Absolument. lequel vous avez travaillé. Parlez-nous de cette collaboration. Bon, d'une part, c'était quand même, et il reste jusqu'à aujourd'hui, le grand spécialiste français de Dostoïevski. J'ai d'ailleurs l'espoir qu'on puisse republier un jour son livre, La création littéraire chez Dostoïevski, qui est quasiment introuvable et qui, pour moi, est quelque chose un ouvrage majeur, vraiment, sur Dostoïevski. Il a beaucoup collaboré avec Frank, son homologue américain, dont l'ouvrage sur Dostoïevski a été publié en français il y a pas très longtemps par les éditions des Sirtes. Un beau jour, Jacques Catteau m'a proposé de travailler avec lui sur la traduction de cette correspondance. Alors, au début, ça m'a un peu effrayé parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de Dostoïevski, mais sachant que lui allait s'occuper de tous les commentaires, de toutes les notes, et il y en a beaucoup, des chronologies, des introductions, parce qu'il y a une chronologie, une introduction dans chaque volume. Bon, ça m'a un petit peu rassuré. Je voyais bien que je serais dans un cadre assez serré, assez strict, et que c'était ce qu'il fallait, évidemment. On a passé pratiquement 6 ans à traduire ces 3 volumes. Bon, on ne faisait pas que ça, hein, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Moi, j'enseignais encore, et lui avait énormément de travaux aussi. Mais je dois dire que ça a été 6 ans où on a malgré tout vécu avec Dostoïevski. Pour Jacques Catteau, ce n'était pas une première. Je pense qu'il a vécu une bonne partie de sa vie avec Dostoïevski. Pour moi, c'était véritablement une première parce que c'était quelque chose de nouveau. Cela étant, moi, j'aime beaucoup les correspondances. J'en lis beaucoup, souvent. Et donc, ce travail quotidien ou quasi quotidien sur la correspondance de Dostoïevski, c'était une sorte de rythme qui, au fond, moi, m'était très agréable. Alors, comment on s'était réparti le travail? Jacques Catteau m'avait proposé la traduction parce qu'il m'avait dit « je ne veux pas faire et la traduction et les commentaires, les notes, tout ça, c'est trop et à un moment… ça ne tiendra pas. » Alors, je lui avais dit, mais on peut peut-être traduire tous les deux. Il m'avait dit non, je n'aurais pas le temps. Donc, la traduction était sous mon entière responsabilité. Bien évidemment, Jacques Catteau a tout relu. De même que, et ça, c'était quand même vraiment plus que fair-play et, je dirais, noble de sa part, j'ai relu les commentaires, j'ai relu… ses notes, j'ai tout relu. Ça a été un véritable échange extrêmement productif, en tout cas pour moi, pendant 6 ans. Alors, pour venir un peu dans le détail, le premier volume court depuis les premières lettres de Dostoïevski quand il était encore enfant. Bon, il n'y en a pas beaucoup de cette période-là, mais disons qu'on remonte très tôt dans la vie de Dostoïevski. Jusqu'en 1864, c'est-à-dire une année terrible, avec la mort de sa première épouse et la mort de son frère
Mikhail, qui était vraiment son frère bien-aimé, avec lequel il a énormément travaillé, publié des revues. C'était quelqu'un qui a énormément compté pour lui. Et dans ce premier volume, on a des moments extrêmement importants. On a notamment, pour ne citer que celui-là, mais c'est un moment majeur, on a l'arrestation, on a la condamnation à mort, on a, pour quand même pas grand-chose, entre nous soit dit, il avait tué personne, et on a le simulacre d'exécution, puis le bagne. On a notamment la lettre qu'il écrit à son frère après le simulacre d'exécution et juste avant de partir au bagne. Il y a des moments extrêmement importants. Le deuxième volume, c'est la période 65-73, et c'est la période des premiers grands romans. C'est la période où on voit apparaître le grand écrivain. Les premiers grands romans, bon, ben, on a Crime et Châtiment, Le Joueur, Éternel Mari, entre autres. Et le dernier volume, c'est jusqu'à la mort de Dostoïevski en janvier 81, où là, on a les autres grands romans, c'est-à-dire les possédés, humiliés, offensés, les possédés, et jusqu'au Karamazov, et au discours sur Pouchkine qu'il prononce pour l'inauguration de la statue de Pouchkine à Moscou, et qui est un discours absolument extraordinaire, on pourra y revenir éventuellement, qui a aidé à relancer, si j'ose dire, Pouchkine aux yeux du public, et qu'il prononce en juin, si ma mémoire est bonne, 80, et ensuite il va terminer les Karamazov, et puis il va mourir avec sa santé qui se dégradait de plus en plus, donc en janvier 81. Bon, merci. Alors, vous avez tout de suite commencé à nous parler de cette correspondance et c'est magnifique. Mais je voulais juste rappeler quand même pour notre public que si Monsieur Catteau a fait ce travail de notes, puisque cette correspondance est en 3 parties, il y a la chronologie qu'a faite Monsieur Catteau, il y a les notes très abondantes et puis il y a cette traduction que vous avez faite et qui est magnifique. Et votre modestie devrait-elle en souffrir? On va rappeler quand même que vous êtes traductrice depuis très longtemps et que vous avez à votre actif un nombre de traductions considérables, tant dans le 19e siècle que le 20e siècle, les classiques, les contemporains, Gogol, Tourguenieff, les âmes mortes, et puis bien sûr tout Solzhenitsyn, Alexeïevitch, et puis jusqu'à Sorokine. Bon, donc un panel extraordinaire. Grâce à Jacques Catteau, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour la traduction. Donc il faut quand même que je reconnaisse ce qui est la vérité historique. Bon, alors justement, cette correspondance paraît en France près de 200 ans après la naissance de Dostoïevski. C'est incroyablement tard. Sur quels matériaux avez-vous travaillé? Non, les éditions Kalman-Levy avaient, bien des années auparavant, publié une bonne partie de ce qui est le premier tome et une partie du second. Et au départ, Jacques Catteau avait commencé à discuter avec les éditions Kalman-Levy pour éventuellement reprendre cette traduction, puisqu'elle existait. Les discussions avaient traîné. Par ailleurs, on avait eu l'édition académique en Russie qui était parue entre-temps, et il y avait beaucoup de lettres qui n'étaient pas dans cette première édition Kalman-Levy. Et c'est surtout parce que l'éditeur a traîné à répondre, s'est fait un peu tirer l'oreille, et que on a eu une proposition, enfin un accord des éditions Barthia, grâce à Pierre-Guillaume Deroux, auquel je rends aussi hommage, qui travaillait à ce moment-là aux éditions Barthia, pour refaire toute la correspondance. Alors, bien évidemment, on n'allait pas reprendre la traduction qui existait, donc on a décidé de tout retraduire. Voilà, mais il y avait quand même des choses. Simplement, il en manquait beaucoup parce qu'il n'y avait pas autant où Kalman-Levy a fait son édition. Il n'y avait pas l'édition académique en Russie. Par ailleurs, il faut ajouter que dans l'édition académique, qui est quand même
très, très exhaustive, comme toujours les éditions académiques russes. Il manque quelques lettres parce qu'elles ont été retrouvées par Jacques Catteau à l'Institut d'études slaves en France, ou des copies des lettres, ou des traductions des lettres. Mais il y a des choses qu'on a trouvées à Paris, chez nous, et qui ne sont pas dans l'édition russe. Oui, tout ça c'est très intéressant, mais ma question, elle est aussi portée en filigrane sur le temps qui s'est écoulé en Union soviétique avant qu'on fasse une édition académique sur la correspondance de Dostoïevski. C'était l'édition académique totale, c'est-à-dire l'édition académique de tous les romans, du journal d'un écrivain, de la correspondance, absolument tout. Alors déjà, ça prend du temps, première chose, parce qu'il y a un nombre de volumes assez impressionnant. Et d'autre part, bon, mais c'est vrai, on le sait que Dostoïevski, je dis toujours, Dostoïevski n'était pas vraiment interdit en Union soviétique, en tout cas, dans les années 70, il n'était pas vraiment interdit, mais c'était comme la viande. Il y avait pénurie de viande comme il y avait pénurie de Dostoïevski, ou pénurie de Dostoïevski comme il y avait pénurie de viande. Voilà. Donc, disons que je pense qu'il y a eu, d'une part, la quantité de travail qui impliquait de nombreuses années, beaucoup de temps, mais aussi peut-être qu'il n'y avait pas une volonté au niveau des autorités d'accélérer le processus. Voilà, c'est ce que d'ailleurs M. Catteau fait remarquer dans sa préface. Alors, quels sont les thèmes qui sont vraiment récurrents dans cette correspondance et qui nous indiquent, qui nous renseignent sur la personnalité de Dostoïevski? Oh là là, c'est une grande question parce que ça évolue selon les volumes, avec les années et avec son travail d'écriture, avec sa vie personnelle. Il y a beaucoup de choses. Je peux vous dire ce qui m'a frappé, peut-être ce qui me reste de cette correspondance, parce que ça m'a véritablement frappé en le traduisant. Et peut-être ça va donner une idée des thèmes. Il y a plusieurs lettres majeures. J'ai parlé tout à l'heure de la lettre qu'il écrit à son frère entre le moment où il a failli être exécuté et le moment où il va au bagne. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur parce que il est dans l'émotion, et on le comprend, il a failli quand même se faire tuer. Et déjà, on sent que ses points de vue, sa réflexion vont évoluer. Et c'est pas quelque chose, c'est ça que j'aime bien dans les lettres, c'est que c'est écrit dans le moment. C'est pas quelque chose qu'il a reconstruit après coup. On sait évidemment que avec le bagne, il va beaucoup évoluer, beaucoup se poser de questions et qu'il reviendra du bagne très différent de ce qu'il était avant. Mais déjà, on sent qu'il y a un certain nombre de questions qui vont se poser et qui se posent déjà alors que, encore une fois, il est dans l'émotion et on comprend pourquoi. Alors ça, c'est une chose. Ce qui est important aussi, c'est qu'on voit naître les textes, les romans. Parce qu'il en parle énormément, il en parle à ses éditeurs, il en parle à des amis, à des critiques, à des ennemis éventuellement. Et on voit tous les romans naître. C'est particulièrement vrai pour les Karamazov, c'est-à-dire dans le 3e volume. Ça, c'est absolument fantastique. Mais on voit le travail se faire. Finalement, il avait assez peu de carnets. Il a quelques petits carnets, mais je veux dire, il n'a pas. Il y a le journal d'un écrivain, mais le journal d'un écrivain de Dostoïevski, c'est pas un journal d'écrivain. Il réagit à l'actualité, il réagit à des correspondants, à des déclarations de correspondants. Il est vraiment dans la vie complètement. Mais les lettres, avec les petites notes qu'il peut avoir un peu partout, sont vraiment justement comme un journal d'écriture.
grande partie des lettres correspond à ça. Il y a une chose que je cite toujours, une lettre que je cite toujours, parce que pour moi, ça a été, j'ai vraiment découvert l'Amérique. Quand je l'ai lu, grâce à un commentaire de Jacques Catteau, qui d'ailleurs, après, quand je lui en ai parlé, il m'a dit que, oui, finalement, à la limite, il l'avait remarqué, parce qu'il l'avait écrit, mais sans le remarquer. Dostoïevski répondait à tous ses correspondants. Et je peux vous assurer qu'il en avait un paquet. Qui lui écrivait pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, je me souviens d'une lettre d'une jeune fille juive qui lui écrit en lui disant, voilà, mes parents veulent me marier à quelqu'un que j'ai rien contre, mais j'ai rien pour. En gros, c'était ça. Et moi, ce que je veux, c'est pas me marier, c'est faire des études. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Enfin, c'est pour donner un exemple. Mais des lettres comme ça, où les gens posaient les choses, les problèmes qui les préoccupaient à Dostoïevski, il y en a mais énormément. Et on n'a pas les lettres de ses correspondants. On a juste des notes. Parce que alors là, il n'y aurait pas eu 3 volumes, il y en a eu je ne sais pas combien. Mais on a les notes de Jacques Catteau qui expliquent que c'est une réponse à telle lettre, etc. sur tel sujet. Et donc, parmi les lettres auxquelles il répond, il est en train de travailler sur les Karamazov. Visiblement, il commence à être très fatigué. Il a beaucoup de retard. Ça, c'est lancinant dans la correspondance. Et il y a une femme qui se veut écrivain qui lui écrit une deuxième fois, parce qu'il n'a pas répondu la première fois, en lui disant écoutez, vous ne m'avez pas répondu, mais je vous ai envoyé un récit fantastique et je voulais vous demander votre avis. Alors, un soir, avant de se mettre au Karamazov, il se dit visiblement, bon, elle ne va pas me casser les pieds plus longtemps, je réponds. Et il répond. Et la réponse est une démolition mais totale du récit, en lui disant, écoutez, votre récit, c'est très mauvais. Jamais vous trouverez un éditeur. Parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un récit fantastique et on n'y croit pas une seconde à votre truc, c'est absolument invraisemblable. Enfin bon, il lui démolit son œuvre. Et puis, il commence à lui faire un cours de littérature sur le fantastique. Qu'est-ce que c'est qu'un récit fantastique? Parce que visiblement, elle n'a pas compris. Et c'est absolument passionnant parce qu'il part de La Dame de pique de Pouchkine, en disant voilà un vrai récit fantastique. Et pourquoi est-ce qu'il est fantastique? Parce qu'à aucun moment, du début à la fin, on ne sait où on est. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une partie réelle? Est-ce que tout ça, c'est complètement imaginaire? Est-ce que c'est un délire du personnage? Est-ce que c'est... Voilà, ça, c'est un vrai récit fantastique. Et alors, bon, déjà, le cours de littérature de Dostoïevski sur Pouchkine est tout à fait passionnant, mais la note de Jacques Catteau m'a encore plus passionné, parce que Jacques Catteau écrit que le même soir, donc après avoir écrit sa lettre, le même soir, Dostoïevski a continué à travailler sur les Karamazov, et c'est ce soir-là qu'il a écrit la scène du diable, la scène de la rencontre entre Ivan Karamazov et le diable. C'est un peu comme si, moi, ça m'a frappé d'abord, parce que je pensais très franchement que cette scène, il ne l'avait pas comme ça improvisée. Je pensais que c'était dans ses plans de construction du roman depuis longtemps. Donc ça m'a premièrement étonné. Et d'autre part, j'avais l'impression que c'était... bon, il avait fait un cours théorique pour cette femme, et là, il faisait les travaux pratiques. Et que cette scène du diable, qui est quand même une des scènes majeures des frères Karamazov, d'abord, c'était un exercice réussi, parce qu'effectivement, du début à la fin, on ne sait pas du tout si c'est un délire d'Ivan Karamazov, s'il y a une partie vraie, on ne sait pas où on en est. Pardon. Et j'ai trouvé que
moi, ça m'a fait revoir cette scène complètement différemment. Et ça m'a vraiment frappé. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup. Là, je vous cite la principale, mais il y en a beaucoup. Dans les lettres aussi, bon, il y a les lettres qu'il envoie à sa seconde épouse, Anna Grigorievna, après le discours sur Pouchkine, où il avait été invité et où il était avec son grand rival invité, lui aussi, à savoir Tourgueniev. Et Tourgueniev, les deux finalement ont relancé l'intérêt pour Pouchkine, qui à ce moment-là était quand même un peu tombé. Tourgueniev disant Pouchkine est un poète universel parce que il était ouvert sur l'Europe, ouvert sur le monde. D'ailleurs, il parlait français aussi bien que russe, peut-être mieux au départ. Et Dostoïevski répondant, Pouchkine est un poète universel parce qu'il est profondément russe. Et alors, bon, d'une part, c'est intéressant pour les deux visions de Pouchkine et les deux points de vue de ces deux écrivains majeurs quand même. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la réaction du public. Parce que ça a été, il aurait fait je ne sais pas, un concert à Bercy, ça n'aurait pas été plus dingue. C'est-à-dire que ça a déchaîné l'enthousiasme de la foule. Le discours de Dostoïevski, il y a des femmes qui se sont jetées sur la scène, qui lui ont mis des colliers de fleurs, enfin, et il raconte ça avec un délice à son épouse. Et je trouvais que c'était à la fois un peu enfantin de la part d'un personnage aussi majeur, enfin, d'une personnalité, d'une figure de cette envergure, et en même temps, au fond, assez touchant. C'est aussi ce que j'aime dans les correspondances, c'est qu'on voit on voit aussi le quotidien, les faiblesses de figures de cette taille, de cette envergure. Ça, c'est un autre exemple. Je ne sais pas si j'ai dit. Oui, si, bien sûr. Et puis tout ce que vous dites est passionnant. En fait, vous nous donnez les détails. Mais effectivement, à chaque fois qu'on lit une correspondance, quand il s'agit d'un auteur comme Dostoïevski qui a écrit les carnets d'un écrivain et qui a écrit le journal d'un écrivain, puis son journal, on se pose la question de la sincérité. Donc la question de la sincérité dans la correspondance, on le voit et on voit le côté affectueux avec bien sûr son frère, ensuite avec sa femme, tout ce qui nous touche. Tout ce qui nous touche. À mon avis, je crois que la sincérité ne peut pas être mise en doute.